Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir sur une vidéo qui a un peu fait parler d'elle, l'épuration, la face sombre de la résistance. En effet, lorsque j'ai sorti cette vidéo, ça a provoqué un certain nombre de réactions, de critiques et de discussions sur lesquelles j'aimerais quand même revenir un petit peu. L'occasion pour moi de vous rappeler que je suis ouvert aux critiques, surtout si elles sont constructives. Et d'ailleurs, je remercie celles et ceux qui se montrent ouverts à la discussion, qui réagissent autrement que par un c'est de la merde et puis c'est tout, et qui ont la même passion que moi, à savoir partager l'histoire avec les autres. Enfin bon, j'imagine que vous voulez savoir ce qui a été reproché à cette vidéo et ce que j'ai à y répondre, alors on y va. Premier reproche, le titre. Et oui, ça commence avant même le début de la vidéo. En effet, j'ai parlé de la face sombre de la résistance, ce qui a pu en choquer certains, qui n'ont pas manqué de rappeler que l'épuration était un processus politique, et que dénazifier le pays, c'était pas vraiment quelque chose de sombre. Et ça tombe bien, c'était justement le propos de la vidéo, dans laquelle j'expliquais que la période durant laquelle les femmes sont tondues et des collaborateurs exécutés sans procès, parfois par des résistants de dernière minute, elle avait été plus courte qu'on ne l'imaginait, et que les nouvelles autorités avaient très rapidement pris le relais pour encadrer ce processus. Bref, la vidéo visait justement à parler de la légende noire, pour montrer que la réalité était bien différente. Alors, je l'accorde bien volontiers, on a aussi des impératifs quand on fait des vidéos sur YouTube, et le premier d'entre eux, c'est de faire cliquer au départ sur la vidéo. Parce que peu importe la qualité de votre vidéo et les efforts que vous y avez mis, si c'est pas regardé, ça fout les boules. Et donc ça passe par la miniature et par le titre. Et parfois on joue sur le titre pour attirer, quitte à démonter dans la vidéo ce qu'on annonce dans le titre. C'est ce qu'on a fait par exemple sur la vidéo sur le génocide vendéen. Je savais pertinemment que j'allais attirer des gens qui étaient déjà dans l'idée qu'il y avait eu un génocide sur cette vidéo, pour leur expliquer de façon claire pourquoi ce n'était pas un génocide, sans renier les violences incroyables qu'il y a pu avoir durant la Révolution. Vous avez tout à fait le droit de trouver cette approche discutable, pas de problème là-dessus, mais c'est important de comprendre les enjeux quand même qui se situent derrière. Et pour moi, l'important c'est la vidéo et ce qu'elle contient. Et une fois que la personne est sur le contenu, là on peut prendre le temps de développer en fait. Deuxième critique, et pas des moindres, certains sont intervenus pour dire que les règlements de compte au moment de la libération, comprendre les gens qui profitaient du chaos général pour aller se venger d'un adversaire ou profiter un petit peu de la situation, c'était un mythe. Une position assez audacieuse, on va dire, à défendre, puisque même les historiens François Rouquet et Fabrice Virgili, dans leur ouvrage « Les Françaises, les Français et l'épuration », reconnaissent l'existence de faits divers assez sordides, tout en rappelant justement qu'ils ont été moins nombreux que certains ne voulaient le laisser entendre. Donc, quand même des historiens qui travaillent sur cette question battent cette idée en brèche et rappellent qu'il ne faut pas pour autant nier que ça a existé, on peut reconnaître que non, 100% des exécutions sommaires n'étaient pas des exemples d'une justice idéale. Et la critique suivante, justement, a trait à la question des morts, et plus précisément de la question des exécutions hors cadre légal. Dans la vidéo, je donnais un nombre de 10 000 morts, tout en précisant qu'il était sujet à débat. On a pris des précautions, mais parfois, ça suffit pas. Voilà, faut le dire. L'historiographie plus récente, elle s'accorde plutôt sur le nombre de 8200, un chiffre qui est confirmé par des historiens spécialisés. Pour autant, je le rappelle, il y a encore un débat, ça continue, puisque Fabrice Virgili et François Rouquet, qui ont sorti un des bouquins les plus récents sur cette question, eux, ils avancent un chiffre compris entre 1005 et 2000 victimes. La différence, elle peut surprendre, mais selon les approches, tout le monde ne compte pas de la même manière. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Les exécutions sur un territoire encore occupé, celles au moment des combats de la libération, ou celles arrivées une fois le territoire libéré? Et que l'on prenne ce chiffre de 2000, 8000 ou 10 000, certains ont souhaité comparer ça aux victimes du régime de Vichy, expliquant que 140 000 victimes, même contre 10 000, on pouvait pas dire que la résistance avait une face sombre. Là, je vous avoue que j'ai un peu tiqué, quand même, parce que c'est un discours qui sous-entend que si on exécute moins de gens que l'ennemi, voilà, c'est pas si grave, ça va, ça va. Vous voyez le problème. On parle pas d'un score au flipper, là, on parle d'exécuter des gens, quand même. Il y a le cadre de la guerre, et tout ce qui va autour, bien évidemment, mais il faut le rappeler. En tout cas, la vidéo s'intéresse à l'aspect historique, factuel, et quand j'y parle de face sombre, j'y parle des exécutions hors cadre légal, ce qui est jamais vraiment glorieux. L'idée, c'est donc pas de comparer ou de
justifier. C'est pas de dire que la résistance c'était des salauds, hein, et que les pauvres nazis ou les pauvres collabos, ils avaient rien fait pour mériter ça. L'idée c'est de dire que oui, ça a existé. Mais justement, pas à l'échelle que l'on peut penser. Une autre question importante, ça a été celle de l'incomplète épuration de la France, voire de l'Europe, et de toutes celles et ceux passés au travers des mailles du filet. Alors, j'ai donné deux exemples, hein, Paul Touvier et Maurice Papon, mais faut aussi se souvenir que les vidéos ont une durée limitée. Je peux pas toujours m'étendre sur les sujets comme je le voudrais pendant 2 heures. Mes vidéos, c'est pas des thèses, donc on va forcément prendre des raccourcis. Et là encore, je vous l'accorde, hein, prendre des raccourcis sur des sujets aussi tendus, ça peut faire des conneries ou laisser passer autre chose que ce qu'on voulait dire. Là encore, vous avez juste ma parole, que je suis de bonne foi, hein, et qu'on essaye avec l'équipe et les auteurs de faire les choses au mieux. Certains épisodes sont mieux réussis que d'autres, hein, c'est comme ça. Sur 300 épisodes de Nota Bene, au moment où je parle, on n'a pas encore trouvé la solution ultime pour faire du perfect à chaque vidéo. Et je pense qu'on ne trouvera jamais cette formule, parce que c'est illusoire. Si la vidéo était plus longue, j'aurais peut-être pu aussi vous parler d'autres individus, mais aussi de cas plus généraux, hein, comme par exemple, que faire des SS prisonniers. Et là, ça mériterait une vidéo entière. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait s'inquiéter si je prétendais résumer en 15 minutes des travaux qui prennent des décennies à des spécialistes. Il est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, il y aurait beaucoup à dire, et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, hein, j'en sais rien. C'est aussi pour ça que je développe des formats sur Twitch qui sont rediffusés sur Nota Bonus et maintenant en podcast, avec des historiens, qui peuvent développer un petit peu plus le propos. On a eu Christian Ingrao, par exemple, à propos des nazis après la guerre, qui nous a parlé du sujet pendant près de 2 heures, et c'est passionnant. Il le fait bien mieux que moi parce que c'est son métier et qu'il a une expertise et celle d'un historien, pas d'un réalisateur, hein, comme moi. Bref, on va passer à la suite. Une des grosses critiques émises sur cet épisode, c'est les sources aussi. Et surtout Henri Amouroux. On va pas y aller par 4 chemins, certains ont rappelé qu'Henri Amouroux avait été journaliste dans des journaux collaborationnistes, et que bien après la guerre, il avait défendu Vichy, et ce, en allant jusqu'à témoigner en faveur de la défense au procès Maurice Papon. Pas vraiment un ange. Et là, c'était les grands cris hein, dans les commentaires. Ah, Nota Bene, il cite un journaliste, collaborationniste, pour parler de l'épuration, c'est vraiment un manque de sérieux, on voit qu'il s'est pas renseigné, blablabla. Blablabla. Notez que si on l'a fait, c'était peut-être qu'il y avait une raison. Parce que si politiquement, vous aviez peut-être deviné que je suis pas vraiment copain avec les idées d'Henri Amouroux, hein, il se trouve que les spécialistes admettent que son travail de recueil de témoignages de terrain, de par sa formation de journaliste, eh ben c'est une source énorme pour l'histoire de cette période. Son travail a par exemple été salué par l'historien Serge Klarsfeld, qui expliquait que la qualité de son travail l'emportait sur ses convictions politiques. Et pourtant, on parle de Serge Klarsfeld, historien de la Shoah, qui travaille notamment avec le mémorial de la Shoah, hein, avec lequel on a travaillé aussi il n'y a pas très longtemps sur la rafle du billet vert. Ce qui nous ramène à un débat actuel. Oui, un chercheur ou un journaliste peut avoir ses opinions, même foireuses, hein, ça l'empêche pas forcément de fournir un travail de qualité. Et c'est chiant, hein, on est d'accord, mais il faut l'accepter aussi. Et puis bon, on va rappeler que dans la vidéo, je cite justement le procès Papon, et pas pour y défendre ce brave Maurice, hein, contrairement à Henri Amouroux. Donc on va se rassurer, il n'y a pas de défense du régime de Vichy ici, et notez que ça me surprend quand même qu'on puisse penser ou supposer le contraire. Cela étant dit, j'ai reçu aussi des messages très complets de personnes estimant que certains points de la vidéo auraient pu être plus détaillés, plus expliqués, ce qui me donne l'occasion de le faire ici. Par exemple, j'ai parlé de femmes tondues au moment de la libération, sans préciser que cette humiliation n'était pas forcément réservée qu'aux femmes ayant couché avec l'ennemi. C'était aussi une sanction qui touchait aussi les femmes qui avaient collaboré sous d'autres formes. J'ai aussi présenté les photographies de Charles Maurras et Maurice Pujolt lorsque j'ai évoqué les journalistes et directeurs de publication qui passaient par la case épuration. J'ai pas détaillé la chose, mais j'ose penser que ces noms vous parlent. Hein. Charles Maurras et Maurice Pujolt, c'est par exemple des membres fondateurs de l'Action française, un mouvement d'extrême droite qui annonce clairement son antisémitisme dans les nombreuses publications qu'ils sortent. Donc clairement, c'est des gens qui avaient toute leur place sur le banc des accusés au moment de l'épuration. D'où mon choix de prendre leurs photos. Encore une fois, tout est discutable. Le travail de médiation que j'entreprends sur Nota Bene depuis 7 ans maintenant, au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas immaculé.
il y a bien des choses que je ferais peut-être différemment sur certains sujets, des conneries qui passent de temps en temps, c'est regrettable, ça me gonfle autant que vous, hein, quand ça arrive, mais on essaye avec toute l'équipe de cadrer ça au maximum pour que ça arrive le moins souvent possible. Maintenant, on est dans un processus de production qui sont quand même relativement musclés, avec des moyens qui restent pas énormes par rapport à des programmes TV. On fait du mieux qu'on peut et on en est très fiers. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura permis de répondre à vos questions. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire le fond de votre pensée, hein, ça m'intéresse aussi. À la prochaine.